Chers collègues, nous abordons donc, vous vous en doutez, la dernière séance de ce colloque. Je vais donc ouvrir cette séance en donnant successivement la parole à Jean-François Noël, qui assurera un petit compte-rendu et réaction vis-à-vis des séances consacrées à la gouvernance de l'eau, donc les séances de cet après-midi et de ce matin, puis à nos collègues Pierre Morand et Vincent Géronimi sur les deux autres ateliers consacrés aux modèles, concepts et mesures, avant que, dans la foulée, en quelque sorte, Vincent Géronimi puisse un peu conclure ce colloque. Bien entendu, s'il y a quelques réactions ou demandes de parole à l'issue de leurs interventions, comme pour les autres séances plénières, nous le ferons. Donc, sans plus attendre, chacun ayant droit à une dizaine de minutes, nous allons céder la parole à nos rapporteurs. Donc, Jean-François, tu as la parole. Merci beaucoup. Donc, sur la problématique de la gouvernance de l'eau, il y avait six contributions. Tout le monde était là, présent, que je ne vais pas présenter dans l'ordre. Certaines étaient du matin, d'autres de l'après-midi, mais en essayant de les regrouper un peu par thème. Il y avait d'abord la présentation du professeur Alioune Khan sur vulnérabilité climatique, variabilité des ressources en eau et aménagement structurant en Afrique de l'Ouest, qui était centré sur quatre bassins de l'Afrique de l'Ouest. Le Niger, dans l'ordre décroissant d'importance, le Niger, le Sénégal, la Volta et la Gambie, et qui montrait que la solution à la conjonction à la fois la croissance démographique et la longue période de sécheresse avait été la construction de barrages. Et donc, le point commun, si vous voulez, c'est que ces aménagements de grands fleuves, on les retrouve aussi dans la dernière contribution de l'atelier de cet après-midi, qui était celle d'Émilie Crémin, sur le Brahmapoutre. En l'occurrence, ça n'était pas des barrages dans le cas du Brahmapoutre, c'était de l'endiguement, mais dans les deux cas, on a eu une description très complète de tous les effets, tant physiques que sur les pratiques agricoles, sur les pratiques sociales, de l'introduction des barrages dans le cas de l'Afrique de l'Ouest et des digues dans le cas du Brahmapoutre. Dans ce dernier cas, dans la présentation d'Émilie Crémin, on a vu que, en fait, sur le plan qui nous intéresse principalement ici, qui est celui de la vulnérabilité et de la résilience, on était vraiment dans le cadre de ce qu'on appelle quelque chose aléa-centré, une réponse aléa-centrée, c'est-à-dire qu'on cherche à supprimer le phénomène de crue en mettant des digues. Et ceci depuis, nous a-t-elle dit, depuis le 19e siècle, depuis le 1835, les premiers endiguements. Seulement le problème, c'est que chaque fois qu'il y a une crue, les digues cèdent et on les refait plus hautes. C'est une fuite en avant vraiment sans fin, avec évidemment beaucoup de conséquences sur les pratiques agricoles. Et finalement, peu de résilience de la part des populations qui subissent ce phénomène depuis des années, voire des siècles. Il y a eu aussi une présentation de Nabil Kerbach cet après-midi sur le financement public comme capacité d'adaptation à la crise de l'eau en Algérie, où là aussi la référence est la construction de grosses infrastructures
des barrages, mais l'intervenant a centré son intervention sur, au fond, l'efficacité, ce qu'on pourrait appeler l'efficacité budgétaire de la politique qui est menée de façon centralisée en Algérie pour gérer l'eau. À savoir qu'il y a un écart énorme entre les crédits de paiement qui sont votés dans le cadre d'une planification centralisée et l'utilisation de ces crédits. Donc, il nous a détaillé ça avec beaucoup de soin. Nous avons eu trois autres communications. Une de Cheikh Amadou Diakité sur la Côte d'Ivoire, sur l'échec des installations des infrastructures hydrauliques. Là, il ne s'agit plus de grosses installations comme des barrages ou des digues, mais des infrastructures de distribution de l'eau. Et également celle présentée par M. Kébé, qui était en fait dû à Mohamedou Nguiran, mais qui n'était pas présent, sur l'accès à l'eau potable dans le bassin arachidier. Donc là, l'accent était mis sur les conflits, qui sont générés par les insuffisances, au fond, du réseau de distribution d'eau. Problème que l'on retrouve dans la dernière contribution que je citerai, celle de Néné Makoya Touré, sur l'implantation des kiosques à eau potable dans la zone de la Petite Côte, qui là aussi est une réponse possible à l'impossibilité de développer le réseau de distribution d'eau publique, et qui est aussi une réponse à la mauvaise qualité des puits individuels situés sur des nappes d'eau qui sont largement polluées. Donc ces kiosques sont des forages sur les nappes, mais qui traitent l'eau et la vendent au prix de la tranche, la première tranche, au prix le moins élevé du réseau de distribution d'eau. Voilà. Alors, toutes ces contributions ont montré l'importance des modes de distribution de l'eau, l'importance aussi des règles de gestion et de gouvernance. On a vu dans plusieurs cas que les privatisations et les changements structurels, le passage de sociétés d'État à des sociétés privées avaient eu des conséquences sur le plan de l'alimentation en eau, dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a une alimentation en eau peut-être meilleure, mais plus chère, ce qui revient effectivement à faire payer le prix de la ressource aux consommateurs. Voilà, je m'arrêterai là. Bien, un grand merci pour cette synthèse. Et sans plus attendre, je vais passer la parole successivement à Pierre Morand et à Vincent Véronique. Merci Michel. Donc il y a eu des ateliers, trois ateliers sur modèle, concept et mesure. On a commencé donc par hier après-midi avec tout d'abord deux papiers de Alice Kwadio-Odoumfa et de Jean-Marcel Kofi sur l'approfondissement des cadres conceptuels de la résilience. Alice Kwadio a insisté sur les dimensions éthiques qui permettent de définir la résilience, et Jean-Marcel Kofi a réfléchi sur la définition, la construction de politiques publiques qui puissent prendre en compte la nécessité de résilience, avec notamment des conditions à la fois éthiques et des conditions institutionnelles, et notamment en matière institutionnelle sur la responsabilité de l'État dans la mise en place des institutions favorisant la résilience. Ensuite, on a eu une série de communications en macroéconométrie, avec notamment un papier de M. Ali Trabelsi,
qui admet pour variable d'intérêt justement la résilience, qui est approchée par un proxy assez judicieux, hein, c'est-à-dire la brièveté des temps de non-croissance, de croissance zéro ou de faible croissance après les chocs. Hein. Plus les pays ont des périodes de croissance disons non longues, hein, faibles après les chocs, et plus on va considérer que ces pays sont résilients du point de vue macroéconomique, hein, puisqu'il s'agit de croissance du PIB. Et donc avec une analyse de données sur des bases de données internationales, M. Trabelsi a montré, il s'est posé la question de savoir quelle variable jouait un rôle dans cette résilience macroéconomique. Il a notamment introduit la variable institution démocratique, et de façon qualitative, hein, pays pas démocratique ou plutôt ou très démocratique, et il a pu montrer que le fait que les pays aient des institutions plutôt démocratiques, eh bien, raccourcissait les périodes de faible croissance après les chocs, c'est-à-dire donner de la résilience économique à ces pays, et donc c'est un résultat intéressant. Ensuite, donc, il y a eu comme variable d'intérêt l'épargne véritable, que j'avais malheureusement un peu de mal à comprendre parce que je n'avais pas assisté à des séances précédentes où cette notion avait été présentée, mais j'ai compris que l'épargne véritable est une mesure de la soutenabilité qui est admise par la Banque mondiale. Et donc, on a eu un travail notamment de Natalia Zougravu, qui, sur des bases de données internationales, a pu montrer quelles variables jouaient dans cette épargne véritable, c'est-à-dire dans cette soutenabilité des pays, et donc a pu montrer notamment certains effets donc de la capacité institutionnelle, de la destruction du capital naturel, de l'investissement dans l'éducation, avec différentes hypothèses et en testant différents modèles. Elle nous a présenté donc une démarche de modélisation macroéconométrique qui est encore en cours, mais qui montre déjà des résultats intéressants, et notamment certaines non-linéarités possibles dans les effets de ces grandes variables sur la soutenabilité des pays. Ensuite, il y a eu également un travail macroéconométrique, mais qui est cette fois été appliqué à un territoire particulier, la Nouvelle-Calédonie, avec des conditions assez particulières, puisque c'est un pays qui présente des variables qui laissent craindre une non-soutenabilité, notamment avec des émissions carbone très élevées, une énergie basée sur le charbon importé. Et donc, en appliquant un modèle macroéconométrique qui se déploie dans le temps, qui permet de générer des scénarios, eh bien, l'équipe, puisque c'est donc Laurent Mathieu avec l'équipe du CEMOTEV, Vincent et Natalia qui ont travaillé, ils ont pu montrer qu'il y avait différents scénarios possibles pour la Nouvelle-Calédonie sur l'évolution en termes de soutenabilité donc, de cette grande île, territoire d'outre-mer français. Donc le papier, la communication de Laurent Mathieu peut faire la transition avec 3 autres papiers qui concernaient cette fois des territoires, mais avec des approches très différentes. On a eu une communication de Benoît Lalot sur la mise en place d'un observatoire sur un groupe de villages en Centrafrique, donc dans une zone très difficile, où interviennent actuellement des ONG, des projets humanitaires. Et donc l'observatoire proposé par Benoît Lalot est mis en place par Benoît Lalot et donc son équipe de Lille, également des équipes d'université de Bangui. Cet observatoire intervient en termes de recherche, action, c'est-à-dire en travaillant avec des ONG qui sont sur le terrain et qui interviennent dans le domaine de l'humanitaire. Il leur fournit un suivi, il leur fournit des analyses, et donc cet observatoire, la façon de le construire, non pas seulement avec des scientifiques, mais avec des gens qui interviennent sur le terrain,
et qui sont dans l'action, non pas cette fois de développement, mais plutôt dans l'action humanitaire, montrent que les observatoires sont réalisables, même dans des pays, disons, très difficiles, avec des conditions de sécurité très, très particulières, et montrent que les observatoires non seulement sont réalisables, mais peuvent être utiles. Enfin, il y a eu donc une communication de Dominique Couret sur des terrains, des territoires du centre de la Côte d'Ivoire, des territoires ruraux, mais aussi avec des petites villes, déstabilisées par l'exploitation minière. Et Dominique se propose de développer une approche très empirique, visant à ne pas éviter de plaquer des modèles, que ce soit de résilience ou de vulnérabilité, mais à faire émerger, à partir d'une analyse de données, notamment d'histoire de vie, faite à partir d'interviews de nombreux acteurs sur le terrain, à partir d'analyses multivariées sur ces histoires de vie, à partir de la construction de catégories sans a priori, de révéler des mécanismes qui sont en train de se dérouler dans ces territoires et qui peuvent affecter leur avenir et faire peut-être que ces territoires soient en résilience ou au contraire, peut-être en voie de disparition ou en tout cas de désolation. C'est donc une sorte de démarche scientifique qu'elle est en train de tester dans ce territoire du minier du centre de la Côte d'Ivoire. Enfin, il y a eu un travail donc, de Jean-Étienne Bidou et collaborateurs et collaboratrices sur le Bénin, avec une approche de type socio-écosystémique, c'est-à-dire et de type rétrospectif, en travaillant sur de longues données à partir de la fin des années 70, des données démographiques de population, des données démographiques plus fines de mortalité, natalité, des données sur le couvert forestier, des données sur la production agricole. Et avec ces différentes données, recodées, rentrées dans une analyse multivariée, Jean-Étienne Bidou a pu montrer qu'il y avait des profils de régions, de territoires qui se dégageaient, avec 3 grandes régions dans le nord Bénin, des régions où on voit apparaître que ce sont des foyers anciens de peuplement, qui sont plutôt avec des populations stables, avec des activités agricoles en train de s'affaiblir, mais finalement un couvert forestier qui aujourd'hui se maintient, avec d'autres régions où au contraire on a des fronts pionniers agricoles, notamment sur des productions vivrières, mais du vivrier qui est exporté en fait, y compris jusqu'au Nigeria, et encore un 3e type de région. Donc là, il définit des profils de territoires avec des variables socio-écologiques, puisqu'il y a du social, il y a de la démographie, il y a de la production agricole, il y a du couvert forestier, et finalement, le résultat final de ces analyses, c'est de montrer qu'il n'y a pas une seule clé de compréhension, mais que chaque territoire a un enjeu qu'il faut découvrir à la fin de cette analyse et qui ne se donne pas à voir forcément a priori avant de faire des analyses. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de nos modèles, concepts et mesures. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Et donc, comme dans toutes les bonnes courses de relais, je vais passer le témoin à Vincent, qui va enchaîner sur le même thème. Merci beaucoup, Michel. Donc, la tâche me revient du propos qui convient pour conclure ce colloque, qui pour moi est vraiment une belle réussite. À travers la diversité des participants, l'engagement de chacun, les travaux qui ont été présentés, la qualité de ces travaux. Si vous me passez l'expression, je dirais qu'il y avait à la fois la quantité et la qualité. Et moi, j'ai passé un excellent moment de plaisir intellectuel, à apprendre aussi beaucoup de choses, parce que là, la contrepartie de la diversité, évidemment, c'est qu'on découvre des choses qu'on ne connaissait pas avant, et c'était bien l'intérêt de ce colloque-là aussi, je crois.
Comment conclure? Je n'ai pas envie de conclure, en fait. Donc, et évidemment, l'idée du colloque, c'est que ça ne s'arrête pas là. On avait des objectifs avant ce colloque, on n'a pas fait ce colloque pour rien. C'est un moment d'abord de réflexion, d'échange intellectuel, d'échange sur des terrains, de confrontation de méthodes aussi. On a vu qu'il y avait, à travers la diversité des méthodes, du pluridisciplinaire, du disciplinaire, de l'interdisciplinaire. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de pouvoir parfois croiser les regards sur des terrains qui se ressemblent avec des méthodologies vraiment très, très, très différentes. Alors la diversité, on peut considérer la diversité des approches, évidemment. Ça peut être interprété comme une faiblesse, dire que finalement, nos concepts de départ, nos notions, alors, parce que c'est vraiment des concepts d'ailleurs, vulnérabilité, résilience, ils ne servent pas à grand-chose parce que finalement, ils ne nous conduisent pas à une définition unique, une définition unitaire, mais par contre, à l'inverse, à toute une palette de définitions différentes. De mon point de vue, cette diversité, c'est un petit peu ce qui constitue la force de ces deux concepts. La vulnérabilité, la résilience, ce que ces deux notions ont en commun, certainement, c'est peut-être la notion du temps, des temporalités derrière. Et le temps, on le sait, c'est une notion qui est extrêmement difficile. Tout le monde sait ce que c'est que le temps, jusqu'au moment où on se pose sérieusement la question, qu'est-ce que c'est que le temps? On ne sait pas répondre. Et vulnérabilité, résilience, et évidemment, ça nous a conduit, en tout cas à travers ces 3 jours de colloque, à aborder cette question du temps de plein de façons différentes. Le temps court, évidemment, le temps du choc, le temps de la perturbation, le temps un petit peu plus loin, où ces chocs se succèdent, on est dans de l'instabilité, dans de la possible érosion, jusqu'au temps long, le temps du développement, celui qu'on recherche, avec cette incompréhension parfois assez largement partagée. Pourquoi les choses ne se passent pas mieux, plus vite, qui va renvoyer effectivement à une des dimensions qui a été abordée au tout début du colloque par René Passet, qui est la question de l'incertitude, la question des valeurs, la question des croyances, ce qui va constituer notre vision du monde, par rapport à un temps épais, comme disait Georgescu Rogan, un temps qui porte épais de son incertitude, un temps par rapport auquel on est tous un petit peu désarmés, où c'est là où notre regard de chercheurs impliqués sur différents terrains peut apporter un éclairage en se posant notamment la question des institutions, des croyances qui sont fabriquées, des valeurs qui sont partagées à un moment du temps, justement. Et c'est plutôt du temps long, là, dont il s'agit. Alors, je ne vais pas être trop long, parce que vous l'aurez compris, il y a énormément de choses à dire, et je vais revenir à des choses maintenant très concrètes. Pourquoi est-ce qu'on s'est réunis? Pourquoi est-ce qu'on a fait ce colloque-là? Ce colloque, il s'inscrit dans un projet, très clairement, et ce projet, c'est celui qu'on partage notamment avec nos partenaires et amis de l'UMI Résilience. C'est cette prétention absolument folle. Non, je suis sur valorisation des travaux, excusez-moi, j'y reviendrai après. Donc une prétention qu'on assume, qui est de constituer effectivement un pôle international de recherche pluridisciplinaire sur les thématiques du développement et de l'environnement sur Paris-Saclay. Alors, on a eu justement de l'interdisciplinaire à travers ces 3 jours, on a eu de l'international, et je remercie vraiment les collègues qui sont venus parfois d'un petit peu loin pour venir échanger avec nous, parce que ça fait partie aussi de la richesse de ce colloque. Donc vraiment, merci, et y compris pour la qualité des travaux qui ont été présentés. Et pour nous, alors quand je dis nous, je parle du CEMOTEF, mais aussi pour l'UMI Résilience, un enjeu, évidemment, c'est d'exister aussi en bénéficiant de la structure Paris-Saclay, où là, il y a effectivement beaucoup d'opportunités qui se créent. J'en parlerai, j'y reviendrai dans un instant. Un des moyens, donc, de constituer ce pôle international de recherche qui a pour vocation, évidemment, de développer nos réseaux à l'international, mais aussi sur le territoire national, c'est de construire une nouvelle UMI avec nos partenaires de l'UMI Résilience et en bénéficiant évidemment de l'apport de tous nos réseaux, que ce soit avec nos amis du CIRAD, avec qui on travaille les uns et les autres depuis maintenant plusieurs années, et d'autres réseaux que je ne vais pas tous les citer ici, ça nous amènerait un petit peu loin.
Enfin, une dimension aussi que l'on a à cœur et qu'on a en partage, c'est cette idée qu'on veut effectivement participer, et pour nous c'est déjà le cas depuis plusieurs années, mais peut-être de renforcer aussi cet aspect-là, qui consiste à promouvoir la recherche et la coopération universitaire internationale. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de ce qu'a été la coopération universitaire internationale et la façon dont elle a été fortement mise à mal, pour tout un tas de raisons, pas seulement budgétaires, mais peut-être que Paris-Saclay, et je crois que c'est le cas, et va peut-être être un moment pour nous tous de pouvoir relancer cette coopération. En tout cas, c'est ce que je souhaite vivement. Et enfin, évidemment, n'oublions pas ce qui fait que du côté de l'université, nous sommes des enseignants aussi, et pas seulement des chercheurs, avec toujours notre préoccupation de former des jeunes chercheurs et des praticiens, du Nord comme du Sud, sur ces thématiques qui nous tiennent à cœur en termes d'environnement et de développement. Voilà. Alors, les objectifs, le colloque tel qu'il s'est déroulé, pour moi, est une étape dans la réalisation de ce projet-là pour avancer sur ces différents objectifs, évidemment. Alors, je reviens maintenant à des choses plus concrètes et plus immédiates. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce colloque ? Évidemment, je veux dire, on a tous travaillé, certains plus que d'autres, mais il y a vraiment eu des interventions, des communications qui nous sont parvenues de très bonne qualité. Et évidemment, l'idée, c'est de valoriser ce travail-là. Alors, une première valorisation, je parle du plus immédiat et du plus certain pour aller vers le plus ambitieux et le plus, peut-être, ou le moins certain, parce que là, pour le coup, je crois qu'il y a un niveau de certitude qui est assez élevé. Donc la publication simplement sur le site du CEMOTEV, de l'UMI Résilience, peut-être du GEMDEV aussi, et des sites Internet de nos partenaires, déjà des présentations PowerPoint. On vous demandera de valider effectivement l'autorisation pour chacun. Certains n'ont pas forcément envie que leur PowerPoint soit mis à disposition, puisse être vu. Donc première valorisation des travaux, assez facile, immédiate à mettre en œuvre. Deuxième niveau de valorisation, on a, avec l'appui de la Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay, la possibilité, qu'on va emprunter évidemment, vous l'imaginez bien, vu qu'on nous l'offre, de sortir un ouvrage de synthèse issu des travaux du colloque avec une contrainte forte. Alors c'est à la fois une publication papier qui sera distribuée gratuitement et en même temps une publication numérique qui sera mise sur le site de la MSH et qu'on pourra dupliquer sur les sites concernés, que ce soit l'IRD, le GEMDEV, le CEMOTEV évidemment. Avec une contrainte forte, donc 150 pages seulement, je dirais, et vu les 3 jours du colloque et ce qui a été présenté, on ne pourra pas tout faire tenir dans 150 pages. Donc là, il va y avoir un petit défi de la synthèse. J'en profite pour remercier les étudiants du M2 économie théorique et appliquée au développement durable, qui ont suivi les débats, qui se sont répartis et qui ont accepté de jouer le jeu, d'essayer de réaliser aussi des éléments de synthèse des différents ateliers, ce qui nous sera très utile, je l'espère en tout cas, on verra, pour la réalisation de cet ouvrage à la MSH aussi. Donc merci à eux. Publication numérique des actes du colloque, alors ça c'est la troisième format de valorisation. On en a discuté entre nous, Pierre, n'est-ce pas ? L'idée de faire un ouvrage de 3,5 kg que personne n'arriverait à soulever, ou difficilement, en tout cas à partir d'un certain âge. On n'a pas trouvé ça très intelligent. On sait en plus qu'on lit tous beaucoup plus facilement ce qu'on peut obtenir avec un simple clic sur la souris. Donc on s'oriente sur la publication des actes du colloque, sur une édition numérique. Voilà. Avec l'avantage de pouvoir la dupliquer sur les sites de nos différents partenaires. J'en profite pour préciser qu'une fiche de style sera envoyée à tous les contributeurs afin d'avancer assez rapidement dans ce travail-là. Voilà. Enfin, dernière perspective, et ça c'est quelque chose qui est apparu aussi au cours du colloque, quand on a vu effectivement que se confirmait la qualité des communications, etc., on s'est dit, vu la taille, qu'on pouvait très bien envisager, on l'envisage très sérieusement, de sortir peut-être des ouvrages par thématique issus du colloque, qui soient plus manipulables, je dirais, et alors pour le coup, sur une publication
une version imprimée. Hein. Et là, on envisage évidemment plusieurs éditeurs potentiels, la MSH avec qui on est déjà en contact, mais avec le soutien de l'IRD, le soutien du GEMDEV. Là encore, d'autres possibilités sont ouvertes et on va y travailler. Donc on tient absolument, on a à cœur effectivement de valoriser tous les travaux qui ont été présentés voilà, une façon de remercier aussi de l'engagement dont vous avez su faire preuve en participant à ce colloque et à l'ensemble de nos débats. Que dire? Qu'est-ce que j'ai oublié? Michel? Rien. Merci Michel. Donc il me reste vraiment à vous remercier à nouveau hein, pour ces 3 jours qui étaient passionnants, fatigants parce que aussi il fallait assister à l'ensemble des ateliers, autant que faire se peut, frustrant par moments, parce qu'on était obligé d'être dans un atelier et pas dans l'autre. Et comment dire, de nous souhaiter à tous collectivement bonne route. Il y a un projet dans ce colloque, continuons-le, allons encore plus loin. Il y a de belles opportunités qui s'ouvrent à nous. Voilà. Merci à tous. Bon, avant de nous séparer, comme pour tout colloque, chacun d'entre nous fera et a fait le miel de nos échanges. Je voudrais, j'espère, m'exprimer en votre nom à tous et pas simplement au mien. Je voudrais remercier nos hôtes, les organisateurs du colloque, qui, je crois, étaient parfaits sur ces points d'organisation, mais aussi sur le fond. Et il me semble, et c'est les 3 points que je voudrais très brièvement évoquer, j'espère que vous les partagez, d'une part, par l'intérêt d'avoir choisi, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, d'avoir choisi un point d'entrée qui était 2 notions, contrairement parfois à certains colloques trop précis ou à des colloques dont l'intitulé est trop général, qui quand même nous a obligés à nous centrer sur 2 questions qu'on a interprétées les uns et les autres à notre manière, mais qui a permis de centrer le colloque et nos communications. En tout cas, personnellement, je sais que ça m'a obligé, sur mon terrain favori, à avoir un autre regard que celui que j'ai d'ordinaire. Donc, premier point positif, partir de ces notions, concepts. Deuxième point que j'ai tout à fait trouvé positif et qui n'est pas toujours le cas, il faut le reconnaître, même si tous les colloques sont intéressants, c'est d'avoir permis, par le choix des axes qu'ils ont fait, de centrer nos ateliers. Et je crois que les rapporteurs l'ont bien montré. Il y a eu une certaine cohérence dans ces ateliers et pas une dispersion comme c'est souvent le cas. Et effectivement, pour chaque contributeur dans l'atelier où il intervenait, ça a été mon cas, je pense que c'est le vôtre, c'était très positif. Enfin, le 3e point qui en découle, c'est que je tenais à remercier particulièrement, parce que nous savons tous que l'exercice est quasiment impossible, mais il a été bien rempli, de remercier les rapporteurs qui nous ont permis d'échapper à ce qu'évoquait Vincent, c'est-à-dire la frustration qui fait qu'on n'est pas dans un atelier, on aurait quand même voulu aller, puisqu'il y en a 2 en parallèle. Voilà. Donc, un très grand merci à toute l'équipe du CEMOTEV, et comme l'a dit Vincent, bonne route à tous.